Alors là, on va s'intéresser aux nouvelles technologies et ce qu'elles nous apportent ou ce qu'elles nous promettent dans deux domaines qui sont la gestion du risque de crédit d'une part et la gestion des flux financiers internationaux d'autre part. Alors, il y a eu deux phénomènes ces 10 dernières années qui ont été frappants, c'est l'internationalisation et la digitalisation dans ces domaines. Comment ont-ils impacté ces problématiques et les métiers qui vont avec? C'est un petit peu ce dont on va parler maintenant, avec 4 experts qui sont tous, à un titre ou à un autre, sur la chaîne de valeur des flux financiers internationaux, avec un fournisseur d'informations, un assureur crédit, un facteur également, et un établissement de transfert de fonds. Alors j'appelle pour me rejoindre pour cette séquence nouvelles technologies Stéphane Lord, d'abord, qui est responsable des projets internationaux chez Hélisphere. Il est également président d'un réseau qui s'appelle BigNet EV. Est-ce que Stéphane Lord est là? Ah, montez par là. Ensuite, Gilles Porte, qui est responsable des partenariats et du développement digital chez Euler Hermès France. Venez à mes côtés, voilà. Laetitia Aparicio, qui est responsable marché export et partenariat de Facto France. Laetitia. Voilà, merci. Et Marc-Élie Caspar, qui est directeur France et Benelux de Western Union Business Solutions. Voilà, merci. Alors, on l'a bâti ensemble, cette table ronde, en 2 séquences. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre vie et dans vos métiers ces 10 dernières années? Et qu'est-ce qui va nous arriver les 10 prochaines années? Alors, je vais commencer par Stéphane Lord. Vous êtes au début de la chaîne. Quel a été l'impact de l'internationalisation et de la digitalisation? Est-ce que d'abord, ce sont des mutations majeures dans les métiers que vous faites? Oui, clairement. Alors, la première chose, c'est que, et c'est justement, on parle d'impact et de problèmes au niveau de l'international. La première chose que je dois dire, c'est que je suis très content d'être encore là, parce que d'ici octobre, avec le Brexit, je ne sais pas ce qui va devenir et si je vais pouvoir revenir. Mais on ne vous a pas donné un papier. Et Vous devez avoir un visa, non? Un visa permanent. Avec ce qui se passe, on ne sait pas. C'est un petit peu compliqué. Mais bon, je suis très content d'être là encore. Oui, bien sûr. Donc, au niveau de l'international, de quoi est-ce qu'on parle? Par exemple, donc, la France fait partie du système économique mondial. Et donc, il y a des exportateurs, comme on a vu tout à l'heure. Il y a également des sociétés qui vont importer. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus. Il y a environ 125 000 sociétés qui sont recensées comme exportateurs actuellement, qui est en hausse de 10% quand même. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, c'est une transformation qui est assez intéressante à suivre. Il y a également donc, le gouvernement qui est en train d'œuvrer activement pour augmenter ce chiffre-là. Donc c'est une transformation qu'on voit au niveau de la mentalité du gouvernement français et aussi des entreprises françaises. On peut dire quand même que le nombre de sociétés françaises qui exportent, 125 000 sur combien? 9,5 millions, 10 millions de sirènes, c'est relativement peu. Surtout si on compare ça, par exemple, au chiffre sur l'Allemagne, qui a 330 000 sociétés exportatrices sur quelque chose comme 4,5 millions de sociétés. Donc on voit qu'il y a peut-être, on va dire, un déficit au niveau de la France à ce niveau-là qui est en train de se combler et il y a des mouvements dans ce sens-là. Donc tout cela, ça crée des besoins et des enjeux. On a vu que la base de tout ce qui nous intéresse, c'est l'information, c'est pouvoir s'informer. Et également là, dans ce domaine, on voit qu'il y a du mouvement et des choses qui nous impactent, que ce soit en France ou au niveau européen et plus globalement au niveau mondial aussi. De quoi est-ce qu'on parle? Par exemple, si on prend la première chose, c'est, pour simplifier, on va appeler ça la loi Macron de 2014. C'est quoi cette loi-là? C'est la partie qui concerne la publication des bilans pour les sociétés françaises. Donc là, il y a autorisation pour un certain nombre de sociétés de ne plus publier ouvertement le bilan, mais de garder ça en confidentiel. Ça veut dire qu'il y a moins d'informations potentiellement qui est disponible pour quelqu'un qui veut entrer dans une transaction avec une entreprise à ce niveau-là. Donc on est en train de rendre un peu plus opaque éventuellement les informations sur les entreprises.
On est également impacté par tout ce qui est réglementation qui peut sortir soit de la Commission européenne ou éventuellement, par exemple, ce qui sort des États-Unis. Et là, on peut parler de tout ce qui est conformité. Donc là, ça, on a beaucoup parlé aujourd'hui, oui. Les sanctions, la conformité au niveau de l'anti-blanchiment de l'argent, etc. Mais ce qui est très difficile à gérer éventuellement, c'est le fait qu'il y a des choses qui sont contradictoires. Vous avez le besoin pour les banques assureurs et également certaines grandes sociétés de trouver les bénéfices effectifs de leur contrepartie. Le problème, c'est que, par exemple, vous mettez ça en opposition avec la réglementation RGPD, qui, en fait, réglemente votre façon de recenser les personnes physiques dans les différentes bases de données. Donc, vous avez quelque chose qui vous sanctionne si vous ne cherchez pas la personne physique qui est le bénéficiaire effectif de vos contreparties, mais en même temps, stocker ça dans des bases de données, ça commence à être problématique. Donc, il faut gérer tout ça, il faut l'interpréter, il faut voir jusqu'où on peut aller. Si, par exemple, on prend la question de la confidentialité des bilans, avec les assureurs crédits, nous, les sociétés de renseignement, on a quand même trouvé en France un accord avec le gouvernement qui nous permettent d'insérer ces bilans confidentiels dans nos bases de données, de pouvoir les analyser et faire nos scoring à partir de ces éléments-là. On ne peut pas restituer ces bilans à nos clients tels quels. Par contre, on peut s'en servir pour scorer les entreprises. Donc, c'est un compromis qu'on a trouvé quand même avec le législateur français à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. On essaie d'exporter plus au niveau des sociétés françaises. Donc, ça crée des enjeux au niveau de la gestion de flux d'informations pour ces entreprises-là et la gestion du risque. Et ensuite, on a l'impact de tout ce qui est réglementation et loi qui potentiellement nous empêche de faire ce qu'on veut faire. D'accord. Gilles Porte, quand on a échangé, vous m'avez parlé, il y a l'émergence d'un nouveau commerce qui s'impose à tous, qui est le commerce électronique, y compris à l'international d'ailleurs, avec ces logiques de plateforme, auxquelles vous-même vous êtes obligé de vous adapter en tant qu'assureur crédit. Alors absolument, mais on va peut-être revenir juste après sur cet aspect de commerce électronique, de développement de plateforme. Je voudrais effectivement rebondir sur ce qui a été dit à l'instant par Stéphane Lord sur la partie data et ce qui a été dit un peu aussi sur la table ronde précédente. C'est-à-dire que l'assureur crédit aujourd'hui, pour pouvoir prendre ses décisions de crédit, pour pouvoir accompagner les entreprises et garantir, il doit disposer aujourd'hui d'informations et d'informations la plus pertinente possible. Bon, on voit qu'il y a à la fois des phénomènes qui sont des phénomènes réglementaires qui tendent à contraindre l'accès à l'information, qui rendent plus difficile l'accès à l'information. Et puis en même temps, ce qu'on voit aujourd'hui émerger sur la place, c'est vraiment ce qu'on appelle la prolifération des données, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de données absolument incroyable disponible sur des données de toutes sortes. Et ce qu'on voit, nous, c'est qu'en fait, on a des clients qui nous disent aujourd'hui, on est un petit peu perdu, parce que finalement, on a tellement de quantité de données disponibles qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc on a besoin qu'elles soient un peu organisées. Et je dirais que notre réflexion, quand on s'est posé la question de savoir un petit peu comment les choses avaient évolué depuis 10 ans, je suis reparti un peu de la crise de 2009 financière, qui a été un vrai séisme et qui a amené, nous en tout cas en tant qu'assureurs crédit, et je pense aussi les banquiers, les facteurs également ont eu un peu les mêmes réflexions, c'est de se dire finalement comment est-ce qu'on doit gérer l'information. Parce qu'il y avait une grosse crise de confiance, il fallait qu'on soit beaucoup plus pertinent. Et à partir de ce moment-là, on s'est beaucoup interrogé sur la façon dont nous-mêmes, nous allions gérer nos propres informations. L'ADN historique, en tout cas de l'RRMS, mais des assureurs crédits en général, c'est de gérer des données financières, sur les entreprises pour pouvoir être accompagnant le plus possible dans la transaction commerciale. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on évolue petit à petit de modèles qui sont des modèles, on va dire, de données propriétaires. C'est-à-dire que les assureurs crédits avaient tendance à accumuler des données sur des entreprises, à anticiper finalement des besoins. C'est quelque chose c'est un modèle aujourd'hui qui devient économiquement très compliqué à maintenir. L'RMS est un assureur crédit mondial, on est présent dans 50 pays, on suit à peu près 83 millions d'entreprises dans le monde. Bon, vous devez bien vous douter qu'à un moment donné, on ne peut pas matériellement, économiquement, anticiper et avoir des informations sur toutes ces entreprises. Donc aujourd'hui, on passe de modèles en fait, d'information qui sont plutôt des modèles à la base données propriétaires à des systèmes d'information qui sont plutôt ce qu'on appelle chez nous des algorithmes propriétaires. L'objectif pour nous, c'est d'être capable d'aller chercher des informations directement auprès de l'entreprise, auprès de fournisseurs d'informations, auprès de tous les partenaires de l'écosystème, pour être capable en fait
dans le temps le plus rapide, et c'est là où je rejoins votre question sur la plateformisation, parce que de plus en plus, il y a une notion de temps qui entre en ligne de compte. Avant, on avait 24 heures, 48 heures pour pouvoir prendre une position de crédit. Aujourd'hui, avec des marketplaces, on raisonne à la microseconde. Donc la façon dont on gère l'information, dont on la structure et dont on la rend pertinente est totalement différente. Alors, outre donc cette capacité, ces modèles en fait qui visent à acquérir différemment l'information, ce sur quoi on travaille beaucoup aujourd'hui, on a embauché au niveau du groupe une vingtaine de data scientists. On travaille sur des modèles prédictifs avec des algorithmes qui sont tout à fait innovants, qui vont prendre en considération à la fois des données qui ne sont pas les données traditionnelles. L'assureur crédit, traditionnellement, il se base sur le bilan, il se base sur les établissements, sur les états financiers, il se base sur la situation de trésorerie. Aujourd'hui, nous, ce dont on a besoin pour pouvoir continuer à exercer notre métier et accompagner de la façon la plus pertinente possible, c'est d'avoir des données de flux. Je veux dire, ce qui est important pour nous, c'est plus tellement le fait d'avoir le bilan de 2017 ou le bilan de 2018. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'il y a une régularité des paiements de la part de l'entreprise, est-ce qu'elle a un comportement particulier. Et c'est là où nos data scientists, en fait, amènent aujourd'hui des valeurs ajoutées qui viennent compléter, en fait, la vision qu'ont nos analystes crédit traditionnels. Donc on n'est pas, alors ça aussi c'est un grand débat, vous imaginez bien, les robots, les algorithmes, tout ça, ça va remplacer les analystes. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on voit que dans nos modèles, on continue à embaucher plus que jamais des arbitres aujourd'hui, mais les arbitres ont à leur disposition des outils qui sont produits par les data scientists, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Puis peut-être juste une autre chose, c'est aussi ce qui a été accéléré depuis 10 ans. Je dirais que c'est la façon aussi plus transparente dont on gère nos décisions de crédit. On avait ouvert il y a 10 ans un site qui s'appelait Info Acheteur. Ça avait été à l'époque instillé par les pouvoirs publics qui avaient demandé aux assureurs crédit d'être transparents dans la façon dont on note les entreprises. Ce site, on vient de le relooker en fait, il s'appelle maintenant TradeScore. C'est un site qui est ouvert il y a quelques mois. Il y a plus de 20 000 entreprises qui se sont authentifiées sur ce site. Et en fait, ça veut dire que chaque entreprise peut aujourd'hui voir la position de crédit qui est prise par l'assureur crédit. Et c'est même un site transactionnel qui permet éventuellement d'échanger des informations, de compléter finalement des informations qui manqueraient à l'assurance crédit. Donc là encore, on voit qu'on est dans une évolution. Donc on parlait d'évolution sur 10 ans. Pour moi, c'est vraiment un des traits marquants aujourd'hui. C'est-à-dire que de plus en plus, on est dans une logique de dialogue avec les contreparties. On n'est plus l'assureur ou le banquier qui prend sa position cachée derrière son bureau et derrière son écran et qui ne veut surtout pas discuter avec la contrepartie. Oui, il y a une sorte de logique qui va avec les plateformes de partage d'infos, en fait. Absolument, il y a beaucoup plus d'aspects entre guillemets collaboratifs et on construit ensemble finalement une décision de crédit. En tout cas, on est transparent sur la façon dont on la gère. D'accord. Laetitia Aparicio, alors chez vous, les 10 dernières années, internationalisation, digitalisation. Il s'est passé beaucoup de choses ces 10 dernières années. Le métier de la facturage a beaucoup changé, il a changé dans le bon sens. Puis Facto France, ça fait 50 ans qu'on est sur ce marché, donc on a eu le temps de le voir changer aussi. Et ce qui est assez manifeste sur ces 10 dernières années, c'est que les flux ont quasiment doublé. Donc les flux gérés par les organismes Factor ont été quasiment multipliés par 2, avec chaque année quelque chose d'assez formidable qui se renouvelle. C'est une croissance quasi à double chiffre tous les ans. Et pour cette année... Y compris à l'export d'ailleurs, J'allais y venir, oui, c'est ça. Vous anticipez. Et notamment cette année, si on regarde la masse des flux globaux, il y a eu 320 milliards de créances achetées sur le marché, ça représente 33 milliards d'encours financés, c'est même plus que le découvert bancaire aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est quand on zoome un petit peu sur ces chiffres et qu'on regarde ce que représente l'international, comme Stéphane l'a dit, l'export en France, c'est quand même 125 000 entreprises, et pourtant, la facturage auprès des sociétés qui exportent, c'est ce qui tire aujourd'hui véritablement la croissance. Quand le marché de la facturage a fait 10% de croissance l'année dernière, il faisait 4% sur des créances domestiques et il faisait presque plus 27% sur des clients internationaux et export. Alors attention, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire déjà, la première, c'est que c'est un outil qui est particulièrement bien adapté aux entreprises qui travaillent à l'international, mais c'est aussi beaucoup parce que les facteurs ont changé leur manière de travailler. Il y a 2 manières de fonctionner à l'export. La première, l'entreprise qui va, depuis son implantation en France, vendre à l'étranger. Et tout l'enjeu vis-à-vis de celle-ci, ça a été de l'accompagner vers de plus en plus de pays. C'est ce qu'on évoquait ensemble quand on préparait. Le facteur est sorti de sa zone de confort. Chez nous, tout ça est traité dans un département spécialisé qui s'appelle Cofa Crédit, qui fait ça depuis 42 ans, et qui petit à petit a été amené à enrichir sa liste d'interventions pays
pour de manière centralisée, à la différence de mon collègue de tout à l'heure, nous on va tout traiter en interne avec des gens qui vont parler les différentes langues et qui vont avoir cette compétence à aller relancer les factures de nos clients sur leurs acheteurs à l'étranger depuis la France, en connaissant bien les us et coutumes et les pratiques commerciales des pays sur lesquels ils vont intervenir. Mais tout l'enjeu, ça a été en effet d'avoir des compétences supplémentaires, des cordes à notre arc supplémentaires pour accompagner le mieux possible ces sociétés qui veulent aller à l'export. Sachant que tout l'enjeu, là aussi, ça va être de rester à l'export. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'essayent à l'export et qui ne restent pas. Il y en a une sur 4 qui en fait 1 an et qui sort l'année d'après. On n'a pas parlé de ça. Donc c'est assez essentiel pour nous et c'est en ça que notre métier a changé. C'est que financer, c'est notre métier, c'est notre ADN de base. Mais sur la partie export plus qu'ailleurs, ce qui est important, c'est tous les services qu'on va être capable d'apporter à côté et notamment l'accompagnement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment que la PME, la TPE et même l'entreprise de taille intermédiaire, quand elles se développent à l'export, elles ont besoin d'être accompagnées. Elles se posent beaucoup de questions. La première question, c'est d'avoir de l'information commerciale, de l'assurance crédit, parce que c'est la première préoccupation de l'exportateur. Est-ce que je vais bien être payé ? Mais sa deuxième préoccupation, c'est est-ce que je facture comme il faut dans ce pays ? Est-ce que je facture avec le bon délai de règlement ? La LME, c'est bien, c'est la France, mais ça ne vaut pas en dehors de nos frontières. Donc demain, même sans aller chercher très loin, je suis exportateur, je vais en Italie. Si j'y vais avec mes 30 ou mes 60 jours de délai de règlement, j'ai aucune chance d'être réglé dans ces termes-là. Donc notre métier, c'est aussi au travers un baromètre qu'on a développé, puisqu'on a la chance d'être au cœur des flux, puisqu'on voit passer toutes les factures de nos clients exportateurs. Donc on voit les tendances, et cette information-là, on la met à disposition au travers un baromètre qui permet à la fois à nos clients, mais aussi à nos prospects, de voir un petit peu comment est le marché dans tel ou tel pays, et quel est le délai de paiement raisonnable à accorder quand on se lance dans un nouveau pays. Par exemple, vous verrez que sur l'Italie, on est plutôt sur 85 jours en ce moment. Mais je ne prendrai personne. Donc ça, c'est un point. Après, il y a plein d'autres questions qui viennent aussi se poser pour l'exportateur qui va aller vers de nouvelles zones. Ça va être celle d'utiliser le bon mode de règlement. Heureusement, les virements aujourd'hui ont largement simplifié les échanges internationaux. Mais il reste encore des marchés qui convient certaines fois d'adresser avec d'autres modes de règlement. Quand on est sur une grosse transaction vers un pays très lointain, peut-être que le Credoc sera plus prudent. Il y a d'autres pays qui imposent la remise documentaire. Donc il faut traiter avec tous ces modes de règlement. Et là aussi, l'enjeu pour nous, ça a été de pouvoir accompagner nos clients sur des modes de règlement un peu différents. Et puis, mais je pense que monsieur en parlera bien mieux que moi après, il y a aussi cette question de devise qu'on a largement évoquée sur la table ronde précédente. Il est évident qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de difficultés qu'avant. Tout s'est quand même relativement lissé grâce à l'euro, sur tout ce qui est problématique de risque de change. Donc c'est vrai que c'est nettement facilité. Ceci étant, il y a encore 10 à 20% des flux qui peuvent encore se faire dans d'autres devises et c'est souvent cela qui pose problème à l'entreprise. Donc l'enjeu pour le facteur, ça a été aussi de pouvoir accompagner dans des devises autres que l'euro, en proposant aussi quelques outils de couverture, nettement moins complets à mon avis que ce que vous pouvez proposer. Mais voilà comment notre métier a évolué. Ça, c'est le premier point. Et très rapidement, il y a un deuxième point. Donc là, on parlait des entreprises qui travaillent depuis la France à l'international. Et puis la deuxième manière de se développer, et celle qui tire aussi beaucoup notre marché, ces entreprises qui vont ouvrir des filiales à l'étranger en s'implantant localement. Et là aussi, l'enjeu pour nous, ça a été de trouver des solutions pour les accompagner. Et on l'a fait au travers de la création d'un département international qui, là, va vraiment être au plus proche du développement de l'entreprise pour l'accompagner sur des zones géographiques différentes en tenant compte vraiment de la législation locale, de la reconnaissance de la cession dans le pays. Parce qu'on se rend compte que c'est aussi vraiment difficile pour une entreprise qui arrive dans un nouveau pays de trouver un financement local pour son activité. Déjà, il lui faut un peu de fonds déjà pour s'installer et puis après, il faut financer l'activité. Donc tout ça, c'est des choses qui ont fait évoluer vraiment notre métier ces 10 dernières années. D'accord. Transition avec Marc-Élie Caspar. Alors effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais on va en parler un petit peu sous un autre angle, parce que Western Union, moi, dans ma tête, c'était le transfert de fonds de particuliers. Les parents qui envoient des sous à l'étudiant qui fait ses études à l'autre bout du monde, etc. Aujourd'hui, ça s'appelle Business Solutions, donc vous faites ça pour les entreprises aussi. Et ça, c'est quand même une sacrée évolution. Alors, votre image n'est pas erronée de Western Union. Western Union est le leader mondial du transfert d'argent, ce qui répond à la question du monsieur sur la valise du consultant, par exemple. Il aurait pu déposer dans un bureau Western Union sa valise, les montants sont limités par les réglementations tout de même,
de manière à pouvoir, à l'autre bout du monde, grâce à un numéro et une transaction sécurisée, pouvoir obtenir le virement nécessaire sur le compte de votre bénéficiaire. Donc oui, c'est depuis 1851, bien sûr, ce leader mondial est connu pour le transfert d'argent. Mais c'est aussi le leader mondial du paiement international, du paiement en devises et de la couverture du risque de change. C'est très complémentaire et ça rejoint finalement notre thématique des technologies. En réfléchissant à votre question sur les 10 dernières années, finalement, pour voir comment un métier change, il faut regarder où investit l'entreprise. Plusieurs sujets. D'abord, on est dans une phase, une décennie de post-crise. Donc, première source d'investissement, c'est le cas aussi pour Western Union, avec plus de 250 millions de dollars par an investis dans la conformité, dans la sécurité financière. Il y avait une autre question aussi tout à l'heure, c'est en cas de défaillance, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien oui, nos clients ont besoin bien sûr d'agilité, ont besoin bien sûr de rapidité, de temps réel, mais ils ont besoin aussi de sécurité. Un chef d'entreprise, son métier, c'est en réalité toujours le même. Il développe les meilleurs produits possibles pour trouver les marchés sur lesquels il va pouvoir les vendre dans les meilleures conditions possibles. Donc s'appuyer sur des acteurs qui lui permettent d'avoir cette sécurité et de se prémunir contre la volatilité du risque de change. 87% encore des échanges, vous le rappeliez, se font en dollars, mais le dollar, les 6 derniers mois, c'est moins 10%. Moins 10%, on ne peut pas l'imputer à son client, à l'autre bout du monde. Donc on doit l'anticiper, on doit le prévoir. Donc d'abord la sécurité, je vous disais 250 millions de dollars par an sur toutes les questions de conformité, de fraude, de sécurité financière, de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre le financement du terrorisme. Ça a vraiment changé ces 10 dernières années. Plus de 25% de nos salariés à travers le monde, par exemple, appartiennent ou travaillent pour le service de conformité ou de sûreté ou de sécurité. Donc ça, c'est une explosion d'investissement qui est obligatoire si on veut rester crédible sur ce marché. Le deuxième point important ces 10 dernières années, je dirais que c'est la digitalisation. Bien sûr, l'accompagnement est toujours attendu. Et finalement, l'événement post-crise, ça a été la défiance envers les banques. C'est-à-dire que les entreprises, globalement, ont eu plus de mal à trouver leur ligne de crédit, leur ligne de financement, peut-être moins de réactivité, beaucoup plus de frilosité. Ça, c'est vraiment l'effet crise de 2008. Et en même temps, parallèlement, explosion des services bancaires, ouverture des marchés de services financiers et capacité finalement pour des acteurs non bancaires de proposer tout un pan d'activités, dont le paiement. Donc finalement, trouver le bon équilibre, et c'est là tout l'enjeu d'une société comme Western Union, entre offrir le temps réel, offrir la digitalisation, offrir des plateformes robustes qui permettent d'aller se couvrir ou payer à l'autre bout du monde dans plus de 135 devises, eh bien oui, ça nécessite des investissements massifs en termes de digitalisation parce que ça doit être fait de manière absolument sécurisée. La société Salesforce d'ailleurs a reconnu ce savoir-faire en nous donnant le prix de la meilleure marketplace en 2017. Donc c'est vraiment une source d'investissement massive. Un troisième élément, je trouve, dans ces 10 dernières années, c'est l'expansion géographique. Les dirigeants qui sont dans la salle et les décideurs, on leur demande un petit peu d'avoir un don d'ubiquité, en fait, d'être partout au même moment, avec les mêmes capacités, et pourtant, les langues sont différentes, les réglementations sont différentes, les devises sont différentes, les us et coutumes, les usages commerciaux et la partie juridique est différente d'une zone à l'autre dans le monde. Et pourtant, c'est le même décideur qui va négocier, qui va rentrer en relation et qui va passer des accords, qui va développer son entreprise. Donc finalement, l'expansion géographique, c'était un impératif aussi pour nous, c'est d'être présent dans ces 190 pays pour être au plus proche, de manière à assurer à un décideur d'avoir son acteur qu'il connaît en France, qu'il connaît en Angleterre, mais qui doit aussi l'accompagner en Australie, au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, comme étant une tête de pont avec des standards qui sont les mêmes d'une zone à une autre. Et ça, c'est vraiment un enjeu de globalisation. Voilà, je dirais que ce sont trois éléments forts qui ont changé ces 10 dernières années. Du côté de nos clients, ils accompagnent aussi ces changements. En fait, ils sont dans un paradoxe incroyable. Ils sont dans le paradoxe, vous le mettez là, des opportunités extraordinaires. C'est-à-dire que le marché, parler de marketplace, par exemple, M. Porte, le marché global est un marché ouvert pour toutes les entreprises. Et les entreprises françaises sont bonnes à l'international. Beaucoup d'opportunités.
mais elles sont aussi dans le paradoxe où, en permanence, gérer les risques devient un impératif qui coûte très cher aux entreprises. Ces 10 dernières années, on a vu apparaître le risque de réputation, qui peut coûter très cher à une société cotée. On a vu apparaître le risque de conformité, sur lesquels des équipes entières, des départements entiers sont recrutés dans les sociétés. Ça coûte très très cher. On a vu apparaître le risque juridique, évidemment. Les risques financiers, vous en êtes des experts avec cette capacité à apporter la meilleure information ou les meilleurs services à vos clients. Tous ces risques, le risque pays, dans un monde incertain de terrorisme et de guerre commerciale aussi, donc le risque pays, tous ces risques finalement sont autant de risques qui viennent un petit peu, qui sont des freins aux opportunités. Donc nos clients sont face à ce paradoxe et cherchent à se prémunir avec des choses et des services simples, qu'elles comprennent, qu'elles sont capables de répliquer d'une zone à l'autre, et avec un acteur fiable qui est capable de garantir aussi la continuité sur le long terme. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a pu observer ces 10 dernières années aussi chez nos clients. Il y a des points communs, mais on le verra à la fin, je pense, parce que moi je sens qu'il y a quand même une convergence commune avec des offres en tout cas, ou des approches beaucoup plus pointues, quasiment à la carte, qui émerge sur de client par client. On est, je crois, tous les quatre sur la même chaîne de valeur, hein, celui de la cartographie des risques. Absolument. Ouais. On est vraiment sur cette cartographie des risques. Et finalement, de l'identification de son client jusqu'à la sécurisation de son bénéficiaire ultime, en passant par la transaction en elle-même, où, quelle que soit la devise, on part d'un point A ou d'un point B, le financement, la prise en charge et la compréhension d'une facture, la capacité à mettre à jour la donnée, se couvrir contre la volatilité d'une devise, qu'elle soit exotique ou pas, parce que dans la digitalisation, il y a l'aspect de réseau social qui est important aussi. Ces 10 dernières années, ça a incroyablement changé la donne. Un tweet de M. Trump peut, en une nuit, faire dévisser le yuan de 1,5%. Oui. Que fait l'importateur quand ses prix sont fixés? Comment il fait? Est-ce qu'il va suivre M. Trump sur Twitter en tremblant? Non. Il sait que ça existe. Ça fait partie aujourd'hui de son écosystème. Donc il a besoin d'acteurs capables de sécuriser. Alors justement, on va maintenant aborder qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui, sur quoi vous êtes en train de plancher, parce qu'on entend beaucoup dans vos métiers, y compris même sur les métiers d'exportateurs, on entend beaucoup le mot digitalisation, on entend beaucoup le mot dans vos métiers blockchain, on entend le mot intelligence artificielle, automatisation, etc., etc. Moi j'aimerais savoir, et bon vous avez, je sais, réfléchi pour parler très concrètement au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'émerger dans ces métiers-là. Je commençais par Stéphane Lord. Et par exemple, vous avez un métier de base de données d'information, l'intelligence artificielle, forcément, ça arrive. C'est aussi, effectivement, intégrer des données, y compris qui sont pas forcément très faciles à intégrer, liées à la RGPD. Parlez-nous un petit peu de vos domaines actuellement de travail. Oui, tout à fait. Je pense quand même, la première chose, c'est de confirmer que l'export, ça reste une réelle opportunité pour les entreprises. Là, on parle beaucoup de choses négatives ou des problèmes, etc. Mais on va rester sur le positif. Et... ça c'est positif aussi. Et donc par contre, notre point de vue en tant qu'acteur dans une partie du credit management, c'est la capacité à brasser des millions de données dans une base de données. Donc, et de faire ça pour le compte de nos clients. Donc eux, ils n'ont pas la capacité, même ils ont besoin des flux d'informations, ils ont besoin de pouvoir prendre les bonnes décisions sur les entreprises au bon moment, etc. Par contre, ce n'est pas à eux de gérer, on va dire, cette masse d'informations qui peuvent être des millions de données par jour, avec les mises à jour et des choses comme ça, pour pouvoir y arriver. Donc nous, on fait cette partie-là. Et l'enjeu, justement, puisqu'on est sur l'international, c'est de pouvoir faire ça sur n'importe quel pays. Donc c'est être interfacé techniquement avec des bases de données qui sont de partout dans le monde
Et donc, vous avez parlé de ça tout à l'heure, Christine, c'est notre réseau BigNet qui est principalement en Europe, mais c'est le même principe quel que soit le pays, qui nous permettent d'aller chercher des informations sur les sociétés étrangères à n'importe quel moment, les intégrer dans notre base de données et les mouliner pour qu'on puisse sortir quelque chose pour BigNet, le client en fait, à la fin. C'est une association de base de données comme la vôtre. Techniquement, c'est une association dont Ouais. je suis le président actuellement. Elisfer est un des membres fondateurs de cette association. Et puis, vous allez avoir dedans donc les principaux acteurs de l'information d'entreprise. Par exemple, la Société Crédit Réforme en Allemagne, Ceved en Italie, Experian, qui est peut-être un nom qui est très connu au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et donc, c'est la gestion, parce qu'en fait, disposer des informations, c'est une chose, c'est très bien. Le problème, c'est en tirer les éléments les plus pertinents. Et donc, ça, c'est notre rôle aussi, c'est apporter la valeur ajoutée à nos clients au niveau de l'information. Il faut être capable donc, de structurer cette information-là, de le traduire et de pouvoir l'analyser. On va dire par exemple que les bilans anglo-saxons sont faits un petit peu différemment ou sont analysés de façon un petit peu différente de ce qu'on peut avoir en France. C'est plus fonctionnel que financier, etc. Et il faut pouvoir interpréter cette information. C'est juste un petit exemple. Et puis également, par exemple, ça peut être des informations sur les impayés qui ne sont pas forcément le même poids dans un pays que par rapport à un autre, etc. Tout ça jusqu'au scoring des entreprises, par exemple. Donc là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la mise en place d'algorithmes intelligents. Donc aujourd'hui, nous, Elisfer, on utilise des algorithmes de 3e génération avec ce qu'on appelle le machine learning. Pour simplifier, ça va être la possibilité d'intégrer des informations dans des flux et de pouvoir adapter le modèle d'analyse de l'entreprise en temps réel sur cette entreprise-là. Donc, c'est de pouvoir faire tout ça très rapidement, parce qu'on a parlé aussi de la rapidité de l'information, et d'enlever, on va dire, le poids de cette gestion-là de nos clients. D'accord. Gilles Porte, moi j'ai vu passer des communiqués de presse comme quoi Euler Hermès s'intéressait beaucoup à l'Internet, en fait, au nouveau commerce électronique. Oui, absolument. Comment vous intégrez cette nouvelle donne? Comment vous allez vous y adapter? Puisque vous faites déjà de l'assurance crédit sur... Oui, alors absolument. Aujourd'hui, donc, on constate, comme tout le monde, qu'il y a eu un essor, un développement extrêmement rapide de tout ce qui est commerce électronique, donc tout ce qui est émergence de... Y compris à l'international, d'ailleurs. Y compris, bien sûr, absolument à l'international, des plateformes d'e-commerce qui permettent à des entreprises d'acheter ou de vendre au travers de ces plateformes. Et évidemment, ça change complètement la donne, notamment en ce qui concerne nous, assureurs crédit, mais aussi tous les partenaires de la chaîne de valeur. Je pense qu'on est tous effectivement contraints et on est tous confrontés en fait aux mêmes opportunités et aux mêmes difficultés en fait face à ce commerce. Bon, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui a été dit effectivement sur les problématiques de KYC, de vérification des bénéficiaires, de vérification à qui on verse l'argent, etc. Mais effectivement, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un besoin en tout cas de cette nouvelle forme de commerce électronique, quand même de sécurité sur la plateforme. Si on résume aujourd'hui, une plateforme e-commerce, elle va connecter des vendeurs et des acheteurs. Donc le vendeur, il a besoin de quoi? Le vendeur, il a besoin finalement d'être sûr qu'il va être payé. L'acheteur, lui, il aimerait bien avoir un crédit pour pouvoir payer en différé. Et puis la marketplace, ce qu'elle va vouloir, c'est surtout créer un environnement de confiance, parce que si ça ne se passe pas bien, quelque part, elle aura un risque réputationnel, elle aura un risque d'image, et ça ne se passera pas très très bien pour son business. Donc du coup, tout ça, ça amène effectivement, alors ça nous a amené, nous, en tout cas déjà en tant qu'assureur crédit, à travailler avec des marketplaces, à développer des API, puisqu'il y a encore une dimension, comme on le disait tout à l'heure, qui est le temps réel, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse nous donner des décisions en temps réel. C'est en ça que ça change aussi fondamentalement la façon dont on doit gérer le risque. On est à la milliseconde, donc on n'est plus capable évidemment de soumettre le dossier à un arbitre qui va regarder et qui va prendre une décision au bout de quelques minutes ou de quelques heures. Et puis en plus, on vient d'une période où vous preniez des chiffres d'affaires par pays, par exemple. Vous n'acceptiez pas tel facteur et pas tel autre. Vous preniez des volumes de... Donc on a développé effectivement depuis maintenant 2 ans, c'est opérationnel avec déjà une marketplace internationale. Je peux la citer parce qu'il y a eu des communiqués de presse. C'est une marketplace qui s'appelle Metals Hub, qui, donc, comme son nom l'indique, en fait, est une marketplace qui fait du trading de métaux et d'alliage, et qui effectivement propose de façon embarquée, de façon automatique, en fait, au moment d'une transaction entre un acheteur et un vendeur, qui va proposer une assurance crédit au vendeur.
Donc ça, c'est déjà quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. C'est quelque chose qui répond déjà à des problématiques de commerce international électronique. Maintenant, ce qu'on se dit aussi, c'est que, et ça rejoint des discussions qui ont eu lieu juste avant, c'est qu'on est absolument convaincu qu'il y a une nécessité aussi de faire converger les services. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes une marketplace, aujourd'hui, vous allez donc intégrer des API de paiement, puis vous allez intégrer des API d'assurance crédit, puis vous allez intégrer des API de financement, de factures, de receivables ou de payables, etc. Et puis vous allez accessoirement aussi, certainement, vous connecter avec des providers d'information parce qu'il va y avoir un besoin d'identifier un certain nombre de choses. Bon. Et j'en passe parce que là je fais un portrait très très rapide, et on se dit qu'aujourd'hui, enfin nous en tout cas c'est ce qu'on expérimente avec des marketplaces avec qui on travaille, c'est que c'est un vrai point de souffrance entre guillemets pour elles, c'est que c'est compliqué de mener ces 4 intégrations minimum de front. Donc on travaille aujourd'hui nous sur des modèles qui cherchent en fait à intégrer le plus possible de façon coordonnée, de façon complémentaire finalement, des API uniques. Donc on travaille avec des différents partenaires sur des modèles qui sont des modèles intégrant l'assurance, la gestion du flux de paiement, l'information et le financement éventuellement. Donc voilà, on travaille un peu sur ce type d'approche aujourd'hui. D'accord. Laetitia, alors, pour vous? Notre métier change aussi beaucoup. Et on parle beaucoup des plateformes, on parle aussi beaucoup en ce moment de tout ce qui est fintech. C'est vrai que même en matière de financement, il y a des fintech qui voient le jour dans nos métiers. Elles apportent l'énorme bénéfice de faire souffler un vent de fraîcheur sur le métier et sur sa manière de l'opérer. Donc je pense que ça a une énorme vertu, c'est celle de faire bouger plus vite les grands acteurs traditionnels dans tout leur développement informatique et d'accélérer le mouvement pour être vraiment en phase avec les besoins clients. Maintenant, par rapport à la robustesse de ce type d'offres, il y a encore du chemin à parcourir. Aujourd'hui, on est vraiment sur des gens qui font des toutes petites parts de marché, qui ont une vocation complémentaire qui est tout à fait louable par rapport aux intervenants financiers traditionnels, qui va être de faire du financement plus ponctuel à la facture, avec pour objectif de faciliter l'adhésion des clients à l'entrée, donc des schémas d'onboarding de nouveaux clients qui sont vraiment simplifiés, mais après qui vont quelque part, on est dans un métier où il y a de la conformité, il y a de la compliance, il y a des choses à respecter en termes de réglementation, et toutes ces contraintes, on va les retrouver à un moment de la chaîne. Donc, c'est plutôt au moment de l'acte de financer la facture qu'on va là voir peser quelques contraintes supplémentaires dans le schéma des fintech. Donc, nous, par opposition à ce type de mécanisme, on continue à pratiquer une forme d'analyse à l'entrée de nos clients, et on a pour vocation vraiment après à faire en sorte que l'expérience utilisateur soit optimale dans le sens où elle soit hyper simplifiée. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites une session de facture, vous soyez sur un mode totalement dématérialisé, à la fois pour les factures mais aussi pour les justificatifs. Et pour ça, on s'appuie sur un outil qu'on est en train d'expérimenter dans le groupe et qu'on va bientôt déployer sur l'ensemble de nos clients, je pense, puisque c'est une vraie réussite, qui s'appelle IDFact, et qui permet par le biais... les manifs sont super simples, il faut que tout soit hyper simple d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'attend aujourd'hui le client. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des fichiers, des cahiers des charges informatiques hyper laborieux à développer et à mettre en place, mais plutôt de se connecter très facilement à un site sur lequel vous allez pouvoir charger vos PDF de facture. Les PDF de facture seront chargés. Il y a un système d'OCR, on parle aussi beaucoup d'OCR en ce moment, donc de la reconnaissance optique d'écriture. À partir de ce procédé, ça va être lu. Les champs qui servent à la constitution d'une session de créance vont être incrémentés tout seul par l'outil. Et quelque part, l'utilisateur, il ne va plus avoir qu'une chose à faire, c'est valider sa session pour la transmettre à son financeur. Et puis derrière, comme il y a aussi des modules bien adaptés, le client va pouvoir voir en temps réel le disponible qu'il a suite à la session qu'il vient d'effectuer et pouvoir aller le chercher en quasi temps réel. Et quelque part, la performance vraiment, et ce qu'on cherche à aboutir, c'est du financement en temps réel. Donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu en termes d'outils, de procédés. Nous, on va essayer vraiment de simplifier le schéma opérationnel en allant à l'intérieur du modèle. Et puis, aussi en termes d'offres. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
toute la démarche consiste à rendre le produit accessible au plus grand nombre, y compris aux PME et aux TPE. C'est vraiment l'enjeu de demain pour nos métiers d'affacturage. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment et c'est ce qu'on a fait depuis 1 an et demi avec un produit qui s'appelle FactoFlex. Notre métier, ça va vraiment être de faciliter l'accès aux plus petites entreprises à ce schéma de financement qui est hyper vertueux parce que vraiment il suit le cycle d'exploitation de l'entreprise. Et pour ce faire, on va alléger au minimum les contraintes et faire des contrats qui vont être vraiment sans engagement, à la fois en termes de volume et en termes de durée. Et tout ça a des coûts qui doivent et qui sont très compétitifs. C'est vrai que les cuisines techno sont difficiles à comprendre comme ça, expliquées. Je vous félicite d'ailleurs parce que vous les rendez un peu accessibles. Mais au final, ce que je comprends aussi, c'est que ça va faciliter la vie à vos clients. Et Western Union aussi, vous êtes sur un truc comme ça. C'est démocratisé. En fait, c'est votre corps de, comment dire, votre point stratégique, c'est démocratiser cette offre aux PME et TPE. Je partage vraiment l'opinion de Laetitia. C'est-à-dire que l'international, on l'a vu, on le sait maintenant, n'est plus uniquement accessible, pas uniquement aux très grandes entreprises. Les PME, les TPE trouvent de nouveaux débouchés et elles sont obligées. Notre partenaire historique en France, c'est l'Allemagne, premier client, premier fournisseur, il ralentit. Donc il faut aller chercher des débouchés et des opportunités ailleurs. Et les nouvelles technologies, pour rejoindre votre question, ne valent que si on sert mieux le besoin de nos clients. Et ce que je dis toujours à nos équipes, ne parlons que des choses que l'on comprend et que nos clients comprennent. Sinon, ça ne sert à rien. La blockchain, par exemple, on en fait un mythe. En réalité, ça vient améliorer nos capacités de travailler de manière plus sûre. Voilà. Et ça doit s'expliquer de manière très très simplement. Les crypto-monnaies, aujourd'hui on regarde ça avec beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de prudence. Pas pour des raisons techniques, ça a l'air de bien fonctionner. Pour des raisons de la même manière, de conformité. On n'est pas aujourd'hui aligné aux réglementations internationales en matière de paiement. Donc nos clients n'ont pas besoin de ça aujourd'hui réellement. Et dans ce contexte-là, vous le soulignez, on a développé une plateforme qui apporte finalement tous ces éléments nouveaux de digitalisation. En gros, donner l'opportunité à une PME, à une TPE, d'avoir accès à une base de données qui recense l'ensemble de nos clients. On a 100 000 clients dans le monde, par exemple, qui sont passés par ce filtre de sécurisation et qui sont donc, on va dire, tagués comme fiables et avec lesquels il y a déjà eu des échanges de factures et de paiements. Accès à une base de données, une sorte de LinkedIn, on va dire, de l'importateur. Cette même plateforme va permettre ensuite de faire la transaction, de payer, d'échanger les documents, de l'historiser, d'être en conformité au regard des réglementations sur l'historisation, la traçabilité, tout ça dans un environnement partagé avec son fournisseur à l'autre bout de la planète. Le lien, la tête de pont, c'est finalement Western Union qui offre cette capacité. Donc cette plateforme, Edge, est vraiment destinée, elle s'appelle Edge, est vraiment destinée aux TPE, PME, finalement pour faciliter l'accès aux fournisseurs à l'autre bout du monde, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a déjà démontré qu'il était fiable. Et puis ensuite, pouvoir l'aider à payer, à échanger des factures, mais surtout à avoir une certaine transparence, c'est-à-dire éviter les frais bancaires, pas de frais entre un fournisseur et son partenaire. Inutile de reprendre des frais à chaque transaction, ils sont en relation. Le taux sur lequel la transaction va être faite doit être absolument transparente. C'est en ça que la technologie bouscule aussi les acteurs. C'est plus de transparence, beaucoup moins de frais, plus de rapidité, plus de temps réel. Et ça doit servir vraiment à cela. C'est ce qu'attendent nos clients, je crois, finalement. C'est pouvoir comprendre la technologie qu'on met à leur disposition. Le deuxième élément, c'est la technologie nous pousse à travailler en écosystème. On vient de passer un partenariat avec Amazon au niveau mondial. On en a passé un il y a un mois avec Visa, par exemple. On n'a pas cette capacité, on va dire, qu'ont ces géants, par exemple, de l'Internet, avec des armées de développeurs, d'aller très très vite et d'anticiper finalement ce que doit être la technologie utilisée dans 5 ans. Eh bien, passons des partenariats, travaillons avec elle, coexistons pour mieux servir nos clients. Finalement, hébergeons les meilleurs acteurs, les meilleures technologies. On héberge et on aide au développement de crypto-monnaies. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais soyons là. De la même manière sur la blockchain. Oui, on parlait de l'initiative de Facebook.
on regarde ça avec aussi beaucoup d'intérêt, aussi beaucoup de prudence, puisqu'une devise reste quand même la souveraineté d'un État. Donc voyons comment les États vont réagir par rapport à cela, mais il faut rester attentif. Et en tout cas, je pense qu'une des clés pour continuer à exister dans ce monde qui va extrêmement vite, c'est de pouvoir finalement s'ouvrir, échanger et co-construire les meilleures solutions. Vous parliez de financement, et bien finalement, oui, il y a des fintechs qui le font bien, qui le font avec leurs limites, mais aussi avec leur agilité. Et bien de la même manière, on va les voir, et il y a peut-être des segments de nos clients qui ont besoin de ce financement rapide, très segmenté sur une niche. Ça nous intéresse parce que ça intéresse nos clients. Voilà, répondre à l'étendue des besoins, ça reste important. On est très présent dans les ONG, par exemple. Mais un médecin, par exemple, de Médecins du Monde, qui va à l'autre bout du monde sur un théâtre d'opération, ce n'est pas la blockchain qui l'intéresse. C'est de savoir comment est-ce qu'il va régler en cash, localement, l'ensemble des prestataires dont il a besoin pour faire son travail. Un importateur, ce dont il va avoir besoin, c'est peut-être pas uniquement une plateforme. La plateforme va l'aider peut-être à suivre ses positions, à faire ses paiements. Mais il a peut-être besoin d'un conseil aussi. Et là, une plateforme ne remplacera jamais l'accompagnement que Western Union met, et je pense que toute société sérieuse doit mettre à disposition de ses clients, c'est trouver le bon équilibre finalement entre la technologie qui permet d'aller vite pour ne pas perdre les opportunités, mais aussi l'acteur de référence qui va conseiller. Quel est l'impact du Brexit dans les mois à venir sur l'euro-dollar? Quel est l'impact d'une guerre commerciale avec la Chine, avec le yuan? Quel est l'impact de la dette? On a fait un événement il y a 2 semaines, M. Porte, vous en étiez avec M. Attali, qui nous promettait évidemment des crises sans précédent à venir. Et il parlait effectivement il disait qu'on danse sur un volcan. Alors on est dans le style de M. Attali, mais en même temps c'est notre rôle d'anticiper ce volcan. Et là, nos équipes d'experts, notre capacité à apporter et l'information et le conseil complète la technologie. La technologie n'est pas une fin en soi. C'est un moyen additionnel pour aller vite, pour faire mieux et plus sûr. Je pense que là, il faudra toujours des experts partout dans le monde et des hommes qui se parlent pour pouvoir aussi avancer. Il faut trouver ce savant équilibre, je pense. Le mot de la fin de ce panel, avant les questions-réponses avec la salle, je pense que... Ah, monsieur, oui. Là on va vous donner cette opportunité. Allez-y, posez votre question. Bien, merci. Moi, je suis très heureux de suivre tout ce que vous dites, puisque j'ai une seconde casquette qui est celui du président de l'Observatoire panafricain du numérique digital, que nous avons créé le 30 avril passé à Dakar, qui va donner de l'efficience aux États, parce que ça va très vite, et tout le monde ne suit pas le rythme, et c'est difficile. Alors, la première question est celle-là. Le digital, le numérique, et tout ce qui est outil financé par le flux financier sur le digital est une très bonne chose. Mais c'est aussi des choses très graves, puisque on ne dit pas souvent la criminalité a augmenté au niveau du hacking, au niveau de la cybercriminalité. Alors, quelle est aujourd'hui votre réflexion sur tout ça? Parce que les États n'en parlent pas, parce que si tu n'en parles pas, si tu en parles, c'est que tu ne sais pas faire. Bon, ils n'en parlent pas, et en Afrique et en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, dernière question. Moi, j'ai besoin de votre capacité, parce que j'ai une entreprise qui s'appelle Bridge of Innovation, qui repère les startups. Et beaucoup de startups ont du mal à évoluer. Et aujourd'hui, vous êtes sur des entreprises qui ont évolué, qui savent les difficultés. Est-ce qu'on peut penser un jour, rêver, que vos entreprises peuvent prendre dans son sein des startups? Ça sera des questions pour le networking. Voilà. On va garder la première, la cybersécurité en fait. C'est le hacking, c'est les risques. Par rapport à ça, c'est un sacré risque effectivement pour l'arrivée des... À part confirmer qu'il y a vraiment des risques et que plus les moyens technologiques évoluent et plus les manières de créer du risque... Non, en fait, je fais un parallèle, je reprends votre question, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça rejoint une réflexion qu'on se fait souvent dans notre métier, c'est de dire qu'aujourd'hui, même s'il y a plus de moyens technologiques pour accompagner le développement de chacun de nos métiers ici présents, il y a aussi plus de risques inhérents à toutes ces nouvelles technologies. Nous, le premier des risques auxquels on est confronté en tant que
financeurs de factures, c'est la fraude, la fausse facture. Et c'est là qu'on se rejoint tous en disant qu'on a beau avoir les meilleurs outils du monde, rien ne remplacera jamais l'analyse humaine, le contact, l'appréciation et le fait de sentir les choses. Et tout ça pour dire qu'on a beau avoir plein de projets très digitaux, très sécurisés en apparence, quelque part l'intervention humaine au milieu de tout ça, elle reste complètement cruciale. Faites confiance aux partenaires qui investissent sur ces questions. C'est-à-dire que je pense que la création de valeur, elle se fait pas uniquement sur l'offre technologique et sur le prix proposé. Elle se fait aussi sur le contexte dans lequel vous allez travailler. Et je pense que faire confiance à des marques fortes qui offrent des garanties, qui sont capables finalement de bout en bout de vous accompagner, de garantir et les transactions et les contacts que vous allez prendre, ça c'est déterminant, je pense. Une fois de plus, un chef d'entreprise, et encore plus une entreprise naissante, puisque c'est le cas des entreprises que vous accompagnez, n'a pas toute la connaissance, n'a pas le temps, et il doit naviguer dans des incertitudes pour aller chercher les opportunités et croître. Bon, peut-être que une des premières clés, une des premières garanties, c'est de bien s'entourer, et sur l'ensemble de sa chaîne. Et je pense que investir sur les partenaires que l'on choisit dès le départ, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Combien coûte de ne pas le faire ? Et voilà, c'est peut-être le conseil à apporter. Et la deuxième partie de votre question sur les startups, et Western Union est très concerné par le continent que vous représentez, eh bien oui, la vocation des grandes entreprises que nous représentons, c'est de les avoir avec nous, c'est de les soutenir, de les accompagner, de les aider. C'est-à-dire que quand on a 165 ans d'expérience, face à une société qui a 18 mois, bon, on a des choses à se dire. Vous vouliez dire un mot Juste très rapidement, parce que ça rejoint en fait ce qui vient d'être dit, mais nous tous, ce qu'on fait, c'est que la première chose pour entrer en relation, c'est bien identifier avec qui vous êtes en train de travailler. C'est très bien pour quelqu'un qui va dire oui, mais il y a un super site internet, cette entreprise-là, etc. Ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que cette société a un numéro d'enregistrement local, etc. Est-ce qu'elle est bien identifiée? Est-ce qu'elle a les licences pour faire l'activité qu'elle a, par exemple? Parce qu'il y a des pays pour lesquels il faut une licence pour importer, pour exporter, etc. Il y a toutes ces choses-là. Et nous, on est en plein dedans. C'est le genre de choses qu'on fait quand on recherche des entreprises. Donc, première étape, c'est est-ce qu'elle est légitime, cette entreprise-là? Est-ce que j'ai les moyens, en utilisant différents services, d'identifier ma contrepartie? Juste, un petit mot aussi complémentaire sur l'aspect de la fraude. Effectivement, on disait à juste titre que rien ne remplace quelque part l'expérience humaine. Maintenant, effectivement, la difficulté qu'on rencontre dans le commerce électronique, c'est que ça va très très vite. Mais je dirais qu'il faut transposer quelque part l'expérience humaine, c'est-à-dire tout le savoir-faire qu'un homme peut détecter au niveau de la fraude, sur la double mobilisation, sur tout un tas d'outils que les fraudeurs ont mis en place. Ça, il faut être capable de le transférer dans les algorithmes, en fait. Donc il faut effectivement à la fois avoir la connaissance métier, savoir où se situe le risque, et ça effectivement aujourd'hui c'est pas une machine qui va nous le dire, mais après il faut que la machine elle sache utiliser les données, tout ce qu'on va lui injecter en fait comme élément d'information pour être capable de détecter si telle ou telle transaction a un risque ou pas d'être frauduleux. Et ça, c'est effectivement le challenge aujourd'hui, en tout cas en ce qui nous concerne, qu'on a confié à nos équipes de data scientists, comme je disais tout à l'heure. Il y a des algorithmes prédictifs sur différentes thématiques, il y a des algorithmes prédictifs de risque, de recouvrement, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'on va avoir de récupérer éventuellement une créance, dans combien de temps, selon quel type d'action. Et puis, il y a aussi des algorithmes anti-fraude. Et ça, effectivement, je dirais que malheureusement, les fraudeurs ont toujours un tout petit peu un temps d'avance parce qu'ils sont très très imaginatifs, ils sont très 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 innovants, très créatifs. Mais voilà, à nous d'être aussi, effectivement, on est des institutions anciennes, solides, qui ont des réputations à défendre. Donc à nous de mettre en œuvre aussi et de développer des outils qui vont vous aider vos entreprises effectivement à lutter contre ces risques. On a le temps d'une autre question, monsieur. Hop. Bonjour, Jean-Pierre Mariaccia, Convergence Internationale. On est un opérateur de services pour le développement international, et pour aider notamment les entreprises à trouver des partenaires d'affaires sur la verticale Afrique, Méditerranée, Europe.
Donc on a bâti une plateforme et on sait déjà faire ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire permettre à des gens d'identifier leurs partenaires possibles, potentiels. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore faire et ce qu'on veut faire, c'est sécuriser le business qu'un acheteur, un vendeur voudrait engager. Quels conseils vous nous donneriez et quels services, je dirais, vous recommanderiez pour qu'on puisse justement sécuriser à la fois l'acheteur et le vendeur sur le plan pour faire une transaction, vous voyez ? Ils se sont rencontrés en clair sur Convergence, ça c'est déjà possible. Maintenant, comment on sécurise leur transaction ? Merci pour votre réponse. Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez déjà à votre disposition tout un tas d'outils. Il y a des outils qui sont fournis déjà au niveau de l'information, de l'identification, savoir avec qui vous allez travailler. En tant qu'assureur crédit, s'il s'agit d'une transaction commerciale, on va pouvoir intervenir et apporter une prestation. Au travers de certaines prestations de financement, il y a aussi de façon inclusive finalement des solutions de garantie. Et également au niveau des solutions de paiement, enfin je parle pour le compte de tout le monde, mais il y a aussi des solutions de garantie qui sont embarquées. On a parlé des risques de change, on a parlé de plein de choses. Donc voilà, donc effectivement il y a une panoplie. Je pense qu'il est difficile de donner un seul conseil. C'est un peu en fonction effectivement des situations. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui, ça répond, c'est une réponse, oui. Vous parliez, vous, monsieur, tout à l'heure d'API techniques, puisque les enjeux business, on les comprend. Hein, par contre, la mise en œuvre et l'exécution technique, c'est autre chose. Si vous avez, dans votre expérience, là, vous disiez, c'est difficile de mener de front pour une marketplace, plusieurs intégrations techniques. Nous, finalement, on va aller vers ce modèle de marketplace aussi, voyez. Donc là, il y a peut-être des recommandations. Est-ce que vous êtes le bon partenaire, par exemple, avec qui discuter voyez, ça, c'est pour le networking tout à l'heure, non ? Vous voulez que je vous dise non ? Merci, en tout cas. Ok, on va peut-être prendre une toute dernière question, et après, c'est le traiteur qui va nous faire une... voilà. Monsieur. Bonjour à tout le monde, je suis Michel Rad, développement des entreprises vers le Moyen-Orient et l'Afrique. J'aurais voulu connaître d'abord les coûts de ces services que vous proposez. Est-ce qu'ils sont intégrés dans les prix de l'export ou bien qui paye les coûts que vous proposez par rapport à vos services? Et quand il y a un accord bilatéral avec des apporteurs d'affaires, et lorsqu'il y a un versement pour un tiers dans le contrat, est-ce qu'on peut utiliser ces versements par rapport au paiement et faire la répartition directement vers les apporteurs? Comment vous définissez apporteur? Apporteur d'affaires, c'est-à-dire il est indiqué dans les contrats, on peut transférer directement sur le compte, on touche un certain somme X. Alors, dans ces X, il y a la commission des apporteurs d'affaires qui pourrait être transmise directement aux apporteurs. Il y a deux questions dans votre dernière question. La première chose, le modèle économique, comment est-ce qu'une société de paiement internationaux se rémunère? La première chose, c'est les banques ont généralement des frais qui dépendent des devises, des frais fixes. Donc là, il faut que vous exigiez la plus parfaite transparence sur quels sont les frais qui vont être imputés sur la transaction en elle-même. Et ensuite, la deuxième partie du modèle, c'est au moment du change, au moment de la transaction, donc sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente sur la devise qui a été... donc là, il y a un pourcentage qui est aussi... Il est en fonction des devises, c'est-à-dire que quand on est sur le dollar, ce sont des pourcentages assez classiques sur tous les établissements bancaires. Les gens vont être beaucoup plus chers sur des monnaies beaucoup plus exotiques. Voilà, quand on est en Ukraine, par exemple, ou sur ces zones un petit peu plus difficiles, ou même en Amérique du Sud, vous payerez plus cher votre transaction. Mais ce qui est vraiment important, et c'est la promesse qu'on fait à nos clients, c'est de savoir dès le départ combien votre partenaire va recevoir sur son compte. Parce que vous passez beaucoup de temps à négocier. C'est difficile de faire des affaires.
Si au bout du compte, il y a une chaîne d'intervenants et d'intermédiaires qui, sur votre travail et votre affaire, prennent des frais, qu'est-ce qui reste finalement au bout du compte sur la marge que vous allez réaliser et sur le montant réel qui va être affecté? Ça ne doit pas être une surprise. Et nos clients nous disent souvent, je ne sais pas exactement combien va-t-il toucher. Ça va dépendre du taux de change, ça va dépendre des frais, etc. Donc, je pense que voilà, cet impératif de transparence est vraiment important. On parlait de ce type de plateforme Edge pour les PME. Savoir dès le départ quel est exactement le montant qui va être crédité sur le compte du bénéficiaire, et ben ça, nos clients aiment bien. Parce que voilà, c'est finalement le point final à l'ensemble de la négociation qui a eu lieu, et ils savent exactement. Ensuite, sur la ventilation, du paiement, oui, à partir du moment simplement où les bénéficiaires ont tous clairement été identifiés. Donc là, c'est une ventilation comme vous le feriez en zone CEPA en euros. C'est de la même manière, vos bénéficiaires sont alimentés à partir du paiement initial. Il n'y a pas de différence. Pour un tout dernier mot. Super. Le dernier mot avant d'aller manger. Non, pour répondre à votre question, moi je pars souvent du principe que d'exporter, c'est déjà investir. Après, pour le faire bien, il faut mettre les moyens entre guillemets, et ça ne veut pas dire que c'est cher, puisque on est tous sur des métiers qui, ces 10 dernières années, on n'en a pas parlé en effet, ont considérablement, se sont devenus très très accessibles au plus grand nombre, à des niveaux de coûts qui sont devenus vraiment très bas du fait d'une très grande concurrence. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut dire unanimement que les prestations qui sont ici sont globalement pas chères, surtout si on les met en rapport avec le bénéfice qu'elles apportent. Et quand on sait que, sans parler d'export, mais déjà une entreprise sur 4 est défaillante du fait d'un problème de paiement sur ses clients, on se dit que le fait de s'entourer de bons partenaires qui sont capables de sécuriser son développement à l'export, à la fois sur la partie assurance et à la fois sur la partie financement, c'est vraiment le gage d'être encore là demain. Eh ben, c'est le mot de la fin. Voilà. Merci infiniment.